question à la une ce soir. La guerre en Ukraine peut-elle toucher à sa fin? Les États-Unis de Donald Trump sont en tout cas à la manœuvre pour tenter d'obtenir, dans un premier temps, un cessez-le-feu de 30 jours entre Kiev et Moscou. Mais le président russe, vous allez l'entendre, pose ses conditions. Nous sommes d'accord avec les propositions visant à mettre fin au combat, mais à condition que cette cessation soit celle qui mène à une paix durable et s'attaque aux causes profondes de cette crise. Voilà, et pour nous aider à y voir plus clair à la fois dans le jeu de la Russie et des États-Unis, nous sommes ce soir avec Jacques Rupnik. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche émérite au CERI, le Centre de recherche internationale de Sciences Po, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Jacques Rupnik, selon vous, Vladimir Poutine est-il vraiment prêt à une trêve? Je dirais oui, à condition qu'elle l'avantage, qu'elle en quelque sorte favorise ses ambitions. Parce que une chose était d'obtenir l'aval des Ukrainiens. Et on a vu la séance du bureau ovale, c'était en gros le préparatif pour ce qui allait suivre, c'est-à-dire on vous coupe les vivres, on vous coupe la communication radio, et maintenant que vous êtes tout seul, qu'est-ce que vous allez faire? Les Ukrainiens ont ensuite accepté, en gros, les termes de ce qui était proposé. Maintenant, on se tourne vers la Russie, et la Russie dit « Oui, moi, peut-être, je pourrais accepter, mais à condition que… » Et là, on va voir exactement le détail, mais on voit que plusieurs conditions ont été formulées qui seront très difficiles à accepter pour les Ukrainiens. Parce que ce que les Ukrainiens veulent, bon, visiblement, cesser le feu signifie céder une partie de votre territoire. Ça, déjà, c'est très difficile à accepter. Mais vous voulez aussi que la ligne de cessez-le-feu soit protégée, que vous ayez des garanties de sécurité. Il ne s'agit pas que d'une pause et que demain, les combats reprennent de la part des Russes. Donc, les Ukrainiens insistent pour que des Européens, entre autres, soient là pour garantir cet accord de paix. Première chose que Poutine demande, pas d'Européens, pas de membres de l'OTAN, pas de ceci, pas de cela. Donc, ça va être très difficile d'arriver à un accord et on va voir si dans les jours qui viennent. On va voir dans les jours qui viennent. En tout cas, on a l'impression que pour l'instant, effectivement, la Russie est en position de force. Il y a quand même un point intéressant. Vladimir Poutine a dit que les prochaines étapes vers une trêve dépendront de l'avancée des forces russes à Koursk, donc région russe, où sont présentes des forces ukrainiennes qui sont aujourd'hui plutôt en difficulté. On imagine que dans l'esprit de Vladimir Poutine, la Russie n'a aucun intérêt à conclure ce cessez-le-feu tant que les forces ukrainiennes n'auront pas été complètement repoussées dans la région de Koursk. Oui, certainement. Koursk, c'est donc une région en Russie qui a été, dont le contrôle a été pris par les militaires ukrainiens. Et c'était envisagé comme, disons, une monnaie d'échange dans le cadre de négociations. Mais là, on s'approche des négociations et on voit que Koursk va être repris par les Russes avant la négociation. Donc ce qui était une monnaie d'échange n'en est plus une. Donc c'est une façon pour Poutine de se mettre en position de force avant de signer sur un éventuel cessez-le-feu. Alors dans la région, la Russie a déjà occupé des territoires. Je pense par exemple à la Géorgie, les régions de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Aujourd'hui encore, même si un cessez-le-feu a été signé, les troupes russes sont toujours présentes sur place. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario similaire en Ukraine, c'est-à-dire un cessez-le-feu, une cessation des combats, des hostilités, plus d'affrontements sur le champ de bataille, mais des soldats russes qui restent présents dans différentes régions du territoire ukrainien? Ça vous semble possible, ça? Alors, nous allons lire les résultats de la négociation, mais effectivement, c'est un peu le modèle que les Russes suivent. C'est-à-dire, vous avez des territoires que vous contrôlez plus ou moins directement. C'était le cas en Géorgie avec l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Vous avez deux régions où les militaires russes sont présents et ils peuvent à n'importe quel moment, disons, lancer des opérations militaires s'ils le jugeraient nécessaire. Mais c'est une façon, vous avez un levier sur le pays en question, bien entendu. Vous avez la même situation en Moldavie, avec la Transnistrie, donc qui est une région de la Moldavie, voisine de l'Ukraine, où vous avez non seulement, disons, un contrôle russe de fait, mais vous avez aussi des militaires russes sur place. Et donc c'est une façon de vulnérabiliser
le pays en question, la Moldavie. Et donc, c'est un modèle... mais faut aussi dire que depuis 2014, la Russie avait ce modèle où moi je pensais qu'elle se contenterait d'avoir ce modèle avec les petits hommes verts que l'on avait vus arriver en 2014, c'est-à-dire les militaires russes qui étaient présents, qui avaient plus ou moins pris le contrôle des 4 régions du Donbass qui ont ensuite été annexées à la Russie, et la même chose en Crimée. Mais ils ne se sont pas contentés de ça. Alors, ils ont voulu... On peut imaginer que la Russie va continuer de... Alors, c'est ça la grande question. Quels pourraient être, selon vous, les prochains territoires visés par Moscou? C'est l'Ukrainien, c'est Kiev. Est-ce qu'ils ont renoncé à la guerre de conquête? Je ne le crois pas. Ils ont échoué dans la guerre de conquête il y a 3 ans. Ils l'ont lancée, ils ont échoué. Aujourd'hui, ils peuvent peut-être signer un accord de cessez-le-feu qui leur donnerait le contrôle sur 20% du territoire ukrainien, le Donbass, plus la Crimée, qui symboliquement est très importante pour les Russes. Est-ce que c'est un cessez-le-feu véritable qui permet ensuite d'envisager toutes sortes de relations nouvelles avec la Russie, ou bien est-ce que ce n'est qu'une pause, et c'est ce contre quoi mettre en garde les Ukrainiens, est-ce que ce n'est qu'une pause dans la volonté de la Russie de reprendre sa guerre de conquête face à Kiev? Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas de troupes européennes pour superviser cette ligne de cessez-le-feu. Ils veulent que ça soit dégagé. Et donc ça inquiète les Ukrainiens en particulier. Et c'est vrai que les Européens aujourd'hui assistaient peut-être impuissants dans un premier temps à ce rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ils ont, depuis quelques semaines, ils semblent en tout cas engagés dans une volonté de se réarmer. Il y a plusieurs annonces qui ont été faites, notamment ce plan de réarmement de 800 milliards d'euros sur plusieurs années. Est-ce que justement cette forme d'impérialisme colonialiste, si on peut appeler ça comme ça, c'est pas finalement le point commun qui relie un petit peu Donald Trump et Vladimir Poutine? Oui, c'est vrai que la Russie retrouve l'ambition, disons, néo-impériale. Elle a la nostalgie de l'Empire russe, à la fois. On se réapproprie tous les symboles, l'Église orthodoxe, et même l'idée qui était très en vogue à la fin du 19e siècle, surtout chez les slavophiles, et qui a été reprise ensuite par le courant eurasien, l'idée que la Russie, la vocation de la Russie, ce n'est pas d'imiter l'Occident, mais d'être une force entre l'Europe et l'Asie. Bon. Donc il y a cette idée-là, avec un empire retrouvé. Il y a aussi l'héritage soviétique, celui de Staline, d'une Europe puissante qui contrôlait la moitié de l'Europe, qui avait vaincu le nazisme et qui donc avait un rôle sur la scène internationale en tant qu'empire, avec un empire interne, l'Union soviétique, et l'empire externe, toute l'Europe de l'Est, de la Pologne jusqu'à la Bulgarie. Voilà. Donc, oui, il y a chez Vladimir Poutine la nostalgie néo-impériale. Il l'a d'ailleurs dit lui-même. Il a dit qu'il se considérait comme un continuateur de l'œuvre de Pierre le Grand. C'était au XVIIIe siècle. C'est lui qui a eu les grandes ambitions impériales de la Russie. Est-ce que ça ne veut pas dire justement que le destin de l'Ukraine est déjà scellé? C'est vrai qu'il y a un parallèle qui est souvent fait avec les accords de Munich en 1938, lorsque la France, le Royaume-Uni et l'Italie ont sacrifié la Tchécoslovaquie. D'abord, est-ce que ce parallèle, il vous semble pertinent? Et est-ce que le destin de l'Ukraine n'est pas déjà sacrifié? Disons, le parallèle avec Munich, ça serait les États-Unis et la Russie signent un accord sur le dos des Ukrainiens, les obligeant à céder leur territoire. Ça serait ça le parallèle, puisque Munich, c'était la France et la Grande-Bretagne, laissant à l'Allemagne hitlérienne la possibilité de dépecer la Tchécoslovaquie. Ça, c'est ça le parallèle. Mais la grande différence, c'est qu'il y a l'Europe, justement, et que l'Europe refuse ce genre de logique. L'Europe, elle considère ce qui se passe maintenant en Ukraine, la guerre que Poutine mène en Ukraine, comme un défi, une menace pour elle-même. Et donc, il y a en ce moment, on peut dire un sursaut européen, des pays, peut-être pas toute l'Union européenne, mais une majorité de pays européens qui sont prêts à non seulement parler de la défense européenne, mais de mettre les moyens et de considérer que si l'Ukraine a besoin de soutien, ils sont là pour la soutenir.
Et ça sera le mot de la fin. Merci infiniment Jacques Rupnik pour cet éclairage, directeur de recherche émérite au CERI, le Centre de recherche internationale de Sciences Po, c'est spécialiste de l'Europe centrale et orientale. Merci d'avoir répondu à nos questions.